Salut à vous tous, avec vous Tawfiq Belayashi. Aujourd'hui nous allons faire la rédaction d'un plaidoyer. Je vais laisser la leçon synthèse sur les plans après les deux leçons du plaidoyer et du réquisitoire. Par exemple, l'une des académies de l'année dernière, de l'examen de l'année dernière, 2016, a demandé un plaidoyer. Ils n'ont pas écrit le nom plaidoyer, mais le sujet c'était à traiter selon un plaidoyer. L'une des académies a demandé d'écrire un article dans lequel l'élève doit défendre les droits de l'enfant. Donc, et c'est justement ça, le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est un écrit, comme c'est ici, c'est pour défendre. Donc, dans le plaidoyer, tu te transformes en avocat d'une cause. Tu défends une cause. Bien, on a expliqué dans les leçons du dernier jour d'un condamné, la première leçon, nous avons expliqué ce que c'est qu'un plaidoyer. Nous avons dit que le plaidoyer, normalement, c'est une forme tirée de la plaidoirie. Et la plaidoirie, c'est le discours que fait un avocat pour défendre l'accusé. Bien. Alors, ça vient du verbe bien sûr plaider. Le réquisitoire, c'est le contraire. D'accord ? C'est pour charger, c'est pour confirmer la culpabilité d'un accusé. Bien. Et nous allons écrire un plaidoyer, un réquisitoire, tous les deux se rapportant à un homme qui a pris de la corruption. Nous allons commencer par essayer de défendre cet homme, d'accord ? Et nous allons récidiver par le réquisitoire. Bon, lorsqu'on vous demande de défendre, ce n'est pas obligatoirement une bonne cause. Vous pouvez défendre une mauvaise cause, d'accord ? Dans la littérature, c'est comme ça. Dans le domaine de la justice, normalement, il est inéthique. Normalement, vous ne devez défendre quelqu'un que s'il mérite d'être défendu. Bien. Alors, le plaidoyer, on a dit, premièrement, c'est pour défendre. Deuxièmement, c'est un texte argumentatif, c'est-à-dire lorsque vous voulez défendre, vous devez, bien sûr, apporter des arguments pour défendre votre cause. La tonalité, c'est pathétique et tragique. Et je tiens ici à vous souligner une chose, je vais laisser les leçons sur les outils de langue jusqu'à la fin. D'accord ? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et les outils de langue, au plus dans un examen, il y a 3 points sur les outils de langue. Il y a de 7 à 8 points sur l'œuvre, sur le texte avec les questions, et il y a 10 points sur la production écrite. Donc, nous serions bêtes si nous accordions beaucoup d'importance aux outils de langue alors que nous n'avons plus assez de temps. Donc, ce sera les œuvres. Nous terminerons Antigone et débuterons et terminerons bien sûr la boîte à merveilles, et ce sera la suite des leçons de la production écrite. Après avoir fait tout ça, nous allons faire les leçons des outils de langue, et nous allons faire ça de façon accélérée. Nous commencerons par le discours direct, discours indirect, et par les tonalités de texte. Nous avons déjà fait les figures de style. Donc ces 3 leçons sont en notre sens essentiel, et après les autres leçons, d'accord, donc nous les ferons dans la mesure du possible. Bien. Je m'excuse, la tonalité pathétique, c'est lorsque vous essayez de susciter la pitié chez celui qui vous lit, ou bien qui vous écoute, chez le destinataire. Donc, et le tragique, c'est pour montrer qu'une personne est en fait la victime du destin, des circonstances. Donc, c'est une force qui est plus qui comprime cette personne. Mais alors, l'énonciateur doit impliquer le lecteur. Impliquer le lecteur, c'est s'adresser directement au lecteur dans le texte. Vous lui dites vous, ou bien tu, ou bien vous l'impliquez avec vous en disant nous allons voir, ou bien comme vous pouvez le voir dans notre texte, ou bien si vous dites des mots comme ça, vous, tu, nous, d'accord, vous impliquez le lecteur dans le texte. Et pourquoi ? Parce que normalement le plaidoyer, c'est un texte qui utilise des techniques oratoires. Et l'oration, c'est lorsque vous faites des discours, lorsque vous parlez à beaucoup de gens. Encore, le mot speech est plus
significatif en anglais. Vous le comprenez assez bien. Donc, c'est pour faire un discours. C'est ça l'oration. Bien. Alors, bien sûr, dans les techniques de l'oration, normalement, c'est quelque chose qui est destiné à être dit, à être lu aux gens, d'accord? Ou bien dit comme ça à la volée aux gens, bien, d'accord? Alors, lorsque vous avez l'oration, vous devez toujours impliquer le lecteur, d'accord? Parce que si vous faites un discours en n'impliquant pas le lecteur, il se détache de vous. Bien. Alors, ensuite, des techniques rhétoriques. Normalement, vous trouverez à peu près partout que pour écrire un plaidoyer, il faut l'écrire dans un niveau soutenu. Mais en vérité, il faut que le niveau soit compatible avec l'auditoire, les gens qui vous écoutent. Si vous avez des gens cultivés, des gens qui ont un bon niveau d'études, qui connaissent bien la langue, vous pouvez utiliser un niveau soutenu. Mais si vous vous adressez à un public plus vaste, plus populaire, c'est le niveau courant. Rarement, très très rarement le niveau familier, d'accord, et ça c'est seulement à l'oral, d'accord, vous n'allez pas l'avoir, certainement vous ne l'aurez pas dans un examen, d'accord, mais dans la vie réelle, vous pouvez défendre quelque chose en parlant à des gens qui ne connaissent pas bien la langue, vous parlez en langue familière. Bien, alors nous allons voir ici, pour réaliser la tonalité pathétique. Je vais vous donner des mots et vous remplacez l'accusé ou bien la victime par ces mots. D'accord? Et lorsque vous remplacez l'accusé par ces mots, vous réalisez la tonalité pathétique sans avoir à rentrer dans les détails. D'accord? Donc vous pouvez ajouter des adjectifs comme pauvre, malheureux. Vous pouvez remplacer par des mots comme victime, proie, misérable comme adjectif ou bien comme nom. Quand ce pauvre homme, ce malheureux être, cette victime de cette proie, ce misérable ou bien cet homme misérable. Ou bien, d'accord? Donc, alors, si vous ajoutez des mots comme ça à votre texte, vous réalisez la tonalité pathétique. N'oubliez pas, essayez aussi d'avoir des phrases exclamatives, des phrases interrogatives, des guillemets, des parenthèses. Ces ponctuations spécifiques sont aussi une grande marque de la tonalité pathétique. Bien, pour la tonalité tragique, il y a des mots qui se répètent, qui peuvent réaliser en même temps le pathétique et le tragique, comme victime, proie. Vous pouvez ajouter un être. Un être, ça peut être un être humain, ça peut être un être vivant, et pour vous, bien sûr, c'est un être humain. Et à la place de être, vous pouvez utiliser, si vous avez un homme, vous allez dire c'est un homme acculé, ou bien c'est une femme acculée, ou bien c'est un enfant acculé. Donc un être acculé, c'est quelqu'un qui n'a plus d'échappatoire. Donc faible, désarmé face à la société, ou bien aux circonstances, ou bien impuissant, désarmé tout seul, pris au piège. On a déjà utilisé impuissant, c'est répété, je m'excuse, désespéré. Alors, des mots du pathétique et des mots du tragique, 4 ou bien 5 mots entre les deux insérés dans votre texte, ça y est, votre texte, il a la tonalité pathétique et il a la tonalité tragique. Bien, alors, la technique oratoire, nous allons voir surtout la question oratoire. Et la question, bien l'interrogation oratoire, ou bien rhétorique, ou bien restrictive, ou bien négative, tous ces mots signifient la même chose. C'est une question avec une négation, mais qui en fait n'est pas une vraie question, c'est une affirmation. Je peux te dire, ne t'ai-je pas expliqué la leçon? Donc cette question ne demande pas une réponse, c'est une affirmation. Je t'ai expliqué la leçon. D'accord? Donc les questions rhétoriques sont de fausses questions, ce ne sont pas de vraies questions. Alors, on a déjà expliqué ça, il faut de préférence avoir un niveau de langue compatible avec l'auditoire. Généralement c'est soutenu pour les examens, mais courant c'est aussi très bon. Quand, bien sûr soutenu, c'est seulement à la portée des élèves qui sont excellents. Bien, voilà une astuce pour
avoir des questions, bien des interrogations oratoires. C'est un homme acculé au mur. Bien, je veux transformer cette phrase en question oratoire. Qu'est-ce que je fais? Je mets cette phrase d'abord à la forme négative. Je vais dire « ce n'est pas un homme ». Ce n'est pas un homme. Et le sujet, je l'inverse avec le verbe. Ce n'est pas un homme devient « n'est-ce pas un homme acculé au mur ». D'accord? Donc, si vous la mettez à la forme négative, ce va venir ici au début. Il sera placé au début. Ce n'est pas un homme acculé. Donc, ce, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé le sujet, on a fait l'inversion du sujet avec un point d'interrogation. J'ai ici une interrogation oratoire. Autre exemple, il a agi sous la contrainte. Bien sûr, arrêtez la vidéo et appliquez-vous, essayez de transformer cette phrase en une interrogation oratoire. Moi, je vais passer, bien sûr. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant, faire votre travail. Donc, vous voyez, il a agi, ce sera il n'a pas agi. Il n'a pas agi. Donc, je fais l'inversion avec l'auxiliaire avoir. Donc, ce sera n'a-t-il pas agi sous la contrainte. De cette façon, lorsque vous voulez écrire votre plaidoyer, écrivez simplement sans vous préoccuper de l'interrogation oratoire. Écrivez votre texte. Après avoir fini votre texte, choisissez 2 phrases ou bien 3 phrases qui ont une portée pathétique ou bien tragique. Choisissez les phrases où vous utilisez le tragique et le pathétique et transformez ces phrases. Ces phrases, elles ont un sujet, un verbe, vous les mettez à la forme négative et vous faites l'inversion du sujet et ça y est, vous avez une interrogation oratoire. Donc, je crois que ce que je vous donne lors de cette formation, et vous en êtes déjà aperçu, vous ne trouvez pas à peu près nulle part ailleurs. Je vous fournis les outils, les vrais outils pratiques pour rédiger votre texte. D'accord? Donc, je ne vous donne pas simplement la théorie. Je vous dis il faut avoir un niveau pathétique et je vous dis insérer les mots tel et tel et tel et tel et tel. Donc, je vous dis il faut avoir des interrogations oratoires. Voilà comment réaliser des interrogations oratoires sans entrer dans les complications des leçons. Faire une leçon sur l'interrogation et vous montrer comment. D'accord? Donc, vous voyez, c'est très simple. Et bien sûr, dans la page suivante, je vous montre comment en même temps transformer en interrogation oratoire et en même temps en impliquant, voilà, c'est ici, tout en impliquant le lecteur. Vous avez une interrogation oratoire en impliquant le lecteur. Bon, vous avez la phrase suivante. C'est un homme acculé au mur. C'était la phrase d'avant. C'était au début une phrase affirmative. Elle va devenir une phrase interrogative. D'accord? C'est déjà une phrase interrogative. Bien. Maintenant, pour la transformer en interrogation oratoire avec implication du lecteur, vous pouvez ajouter les expressions suivantes. Ne voyez-vous donc pas, ne croyez-vous donc pas, n'est-il pas clair que, et je constate que j'ai oublié les que ici, alors vous m'excuserez, d'accord, très très rapidement je fais ça, d'accord, je ne m'en suis pas rendu compte lorsque j'ai expliqué la leçon aux élèves qui m'écoutent en arabe, qui me suivent en arabe. Bien, alors je vais passer ici pour ne pas avoir à le plan maintenant. D'accord? Vous commencez par une adresse. Vous vous adressez. Donc l'adresse, c'est comme la formule d'appel que vous avez fait lorsque vous étiez en 3e du cycle secondaire collégial. D'accord? Chers lecteurs, mesdames et messieurs, donc quelque chose pour vous adresser directement aux gens. D'accord? L'adresse, normalement, c'est un terme théâtral que j'utilise ici. Présentation de l'accusé et des chefs de l'accusation. Les chefs de l'accusation, bien sûr, ce mot-là ne signifie pas chef. Les chefs d'accusation, ça signifie tout simplement les crimes pour lesquels il est
accusé. Donc le vol ou bien les chefs d'accusation, c'est le vol, la corruption, le crime, le viol, je ne sais pas, le rapt ou bien le racket ou bien le kidnapping, ou bien, d'accord. Donc ce sont ça les chefs d'accusation. Donc on présente après l'adresse, on présente l'accusé et les chefs d'accusation. D'accord. Demande d'innocence ou de peine allégée. Bien, ça c'est pour le domaine de la justice. D'accord. Mais pour les lecteurs, vous demandez, vous réclamez leur tolérance, leur indulgence, leur clémence. D'accord. Vous demandez qu'ils pardonnent. Tous ces mots signifient que vous demandez au lecteur qu'il pardonne à cette personne son crime. Bien. Alors, tout ça, c'est dans un petit paragraphe. D'accord. Vous voyez 4 points, mais c'est dans un petit paragraphe. Le gros du texte que vous allez écrire, c'est cette partie-là, c'est les arguments de la défense, insistant sur la persuasion, aussi bien que la conviction. La persuasion, c'est lorsque vous essayez de toucher la sensibilité de la personne, ses sentiments. D'accord. Vous ne parlez pas à la logique, vous parlez au cœur. Et la conviction, c'est le contraire. Donc persuader, conviction, ça vient du verbe convaincre. Donc conviction, c'est pour essayer de convaincre, mais en recourant à la logique, au bon sens, à la raison. Bien. Alors, je dois d'abord dire quelque chose sur le point qui est avant. J'ai oublié ça. Donc, généralement, lors de la phase d'argumentation de la défense, vous recourez à ce qu'on appelle l'historique. Vous racontez ou bien vous citez les étapes du crime ou bien, d'accord. Bien, alors maintenant, je vais vous montrer un exemple concret que je vous ai rédigé, d'accord. Je viens de vous le faire. Bien, alors bien sûr, comme d'habitude, vous allez arrêter la vidéo pour lire ce texte. Moi, pour ne pas perdre de temps, je vais passer directement à l'explication. Voilà, d'accord, le plan. Alors, je m'excuse, avant de passer au plan, essayez-vous aussi de voir ce plan, essayez de le déterminer. Vous avez là le plan et nous passons maintenant, bien sûr, nous avons là l'adresse, chers lecteurs, ou bien mesdames et messieurs, ou bien, d'accord, donc je vais avoir dans cette deuxième partie-là, en même temps, la présentation de l'accusé et des chefs d'accusation, d'accord. Bon, nous avons ici l'homme dont il est question aujourd'hui est accusé d'avoir pris de la corruption pendant l'exercice de ses fonctions. Comme je vous ai dit, on va avoir ici la présentation, la défense de cet homme et la leçon du réquisitoire. Nous allons essayer de confirmer cette accusation d'être à la charge. Donc, nous allons voir que voilà la partie suivante. Nous allons voir que des circonstances atténuantes, c'est-à-dire des circonstances atténuantes, c'est un mot qui appartient au domaine de la justice, et circonstances atténuantes, c'est un mot qui signifie qu'il y a des choses qui demandent l'allègement de la peine du verdict, qui justifient son acte. Bien, alors la partie suivante, à partir du 29 mars, nous entrons dans ce qu'on a appelé l'historique et nous essayons de voir, bon, je vous ai dit ici, d'accord, en gros, vous avez lu le texte, mais en gros, je vous ai dit que cet homme est un homme qui n'a pas d'argent, d'accord, et il est fauché, il est pauvre, et sa fille a besoin d'une opération de 5000 dirhams pour enlever une petite tumeur, un petit gonflement de la peau. Bon, c'est 5000 dirhams, c'est vrai, c'est pas beaucoup, l'opération elle est très simple, mais en même temps, si on la laisse, elle peut se transformer en cancer, donc il doit faire ça rapidement. Il a cherché de l'argent, il ne l'a pas trouvé, et on lui a proposé un pot de vin, une corruption de 6000 dirhams, et
on a montré qu'il était presque obligé de l'accepter. Bien sûr, moi je ne suis pas d'accord avec tout ça. Bon, j'ai rédigé un plaidoyer, un point, c'est tout, d'accord? Donc, et nous allons essayer de réfuter toutes ces idées-là, nous allons essayer de les réfuter lorsqu'on va passer au réquisitoire. Et à la fin, bien sûr, après avoir montré que cet homme était presque obligé, d'accord, nous allons voir, compte tenu de tout ceci, d'accord, votre indulgence, votre tolérance, votre clémence envers cet homme n'est que pure justice, c'est-à-dire vous seriez juste si vous acceptiez d'être clément avec cet homme, sinon vous seriez injuste. Bon, alors